Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Celui qui comparaît devant les grands jurys ce soir est un vieil avocat habitué au procès politique. Ce dont on l'accuse ce soir a effectivement un lien avec ses prises de position politique. On lui reproche de ne faire ni de cadeaux au président de la transition, encore moins à son premier ministre. Pire, il s'érige en presque opposant à la transition. Vous l'aurez compris, nous recevons Maître Mohamed Ali Bathily, ancien ministre de la Justice. Maître, merci de cette deuxième comparution devant les grands jurys. Première question, est-ce que vous vous reconnaissez déjà dans cette présentation? Non, je demande la disqualification de tout ce que vous venez de dire. En droit, on va dire l'inculpation ou l'accusation ne sied pas en la circonstance. Parce que je ne suis pas contre le président de la transition, encore moins contre le président de la transition. Et je dis tout simplement que je formule mes pensées en toute objectivité sur le Mali et sa gouvernance actuelle. Ce n'est pas pour ou contre quelqu'un. Je pense que l'objet de ma présence ici est en lien avec l'importance de la situation du Mali, et peu importe qu'est-ce que mes propos valent, qui ça peut toucher, mais je le dirai en toute franchise et en toute sincérité. Je pense que ce qui va me permettre de parler peut-être de ce que j'appelle la glorification de la liberté d'expression. Voilà. Mettons ça comme ça. Pour vous interroger ce soir, oui. Abdraman Keïta, il est directeur de publication. Que je connais bien, ses lunettes me plaisent. J'ai envie de lui dire d'échanger ses lunettes avec les miennes à la fin de l'émission. Oh, d'accord. Abdraman, bonsoir. Ouais, sauf que peut-être ce n'est pas les mêmes vues, ce n'est pas les mêmes visions. Mais j'aime bien les couleurs. Ah, d'accord. Voilà. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Eladji Chana Takiou, il est directeur de publication du journal Le 22 septembre. Je lui prêterai bien son chapeau de Kadi. Chana, bonsoir. Pour pouvoir me juger à la place de Chahana. Parce que j'ai peur qu'il ne me juge sévèrement. Bonsoir Barou, il est vraiment inspiré. Hein? Il est très inspiré. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, les couleurs sont bien annoncées. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Les Grands Jurys. Monsieur le ministre, votre observation sur la composition du jury? C'est un jury que je suis toujours avec plaisir. Franchement, je trouve qu'ici, il y a à la fois une liberté de ton et qui sied à notre pays, surtout en ce moment, et qui témoigne encore de ce que j'appelle l'engagement des Maliens pour certaines libertés, et cela vaut le coup. Pourquoi je le dis? En 91, la révolution de 91 est emblématique. Elle était pour un certain nombre de valeurs. Elle n'était pas tout à fait liée à la qualité de la gouvernance, mais plutôt à l'avènement des libertés. Les libertés. Des libertés d'expression, d'opinion, de réunion, de manifestation, de pensée. Et c'est ce que nous avons voulu consacrer surtout. Quelles que soient les autres erreurs, ça c'était l'acquis fondamental sur lequel nous avons devoir de veiller. Et quand j'écoute votre émission, je me retrouve là-dedans et je me dis, ils ont porté haut le flambeau qu'ils n'ont jamais laissé tomber. Abdraman, avez-vous une attente particulière? Bon, il n'y a pas d'attente toute particulière, mais il vient de camper le décor et de donner le temps. Comme vous l'aurez remarqué, avec la brillance qui le caractérise et dont à laquelle Chana a fait allusion, il n'y a pas de plaisir. C'est qu'en réalité, l'actualité, comme il l'a dit, tourne autour des choses pour lesquelles nous avons besoin des avis, des appréciations et des perceptions de gens comme lui qui animent la scène politique et qui ont le courage de leurs idées. Et je pense que ces caractéristiques de l'homme ne vont pas faire défaut tout au long des échanges que nous aurons avec Je le souhaite. Chana, vous appelez régulièrement les intellectuels maliens à se prêter à ce genre d'exercice. Déjà, est-ce que la présence de Bathily répond un peu à ce cri de cœur? Absolument, absolument. Bathily, on peut ne pas l'aimer pour d'autres raisons, mais c'est un homme entier.
il dit ce qu'il pense. Il le dit avec engagement. Il le dit avec sincérité. Ça peut ne pas plaire. Oui. Parce que nous sommes dans un monde où les vérités ne sont pas aimées par tout le monde. C'est un acteur majeur du 26 mars qui consacre les libertés. Abdraman et moi qui sommes devant lui, nous sommes aussi de ces acteurs-là, des étudiants qui ont pris les risques à l'époque. Des élèves. Hein? Nous avons pris les risques à l'époque. Et plus de risques que maintenant. Et nous continuons, on veut nous faire taire, on refuse de nous taire. Il ne faut pas. Et M. Zer disait, les chiens se taisaient. on ne se tait pas. Et les chiens se taisaient. Et les chiens, bien sûr. Donc vraiment, nous nous battons pour les libertés. Oui. Toutes les libertés. Et à l'entame déjà, Maître Bachelet, il faut condamner ce qui s'est passé à la maison de la presse. Sinon, nous ne sommes pas encore dans... Comme on parle de liberté. Oui, on va véritablement évoquer... D'accord. Oui. Donc vraiment, il faut défendre les libertés, quel que soit le régime. Ne permettre à aucun régime de confisquer les libertés. D'accord. Aucun régime, fût-il militaire ou je ne sais pas, aucun régime. Les libertés d'abord, le reste après. D'accord. Les libertés dans les normes bien sûr établies. D'accord. Dans les normes établies. Il ne s'agit pas des insultes autour là, ce n'est pas une liberté. La liberté, comme on l'a dit, a des limites aussi. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que ce n'était pas des questions de gouvernance. Nous allons parler de vos désaccords avec Maître. Écoutez, en réalité, la gouvernance est aussi politique. Sinon, on peut commencer ce débat, mais la dictature est antinomique aux libertés. Absolument. Et la lutte contre la dictature, c'est une lutte pour les libertés. Pour la gouvernance politique. Fondamentalement, la gouvernance, elle est politique de tout temps, mais la question de la liberté doit être évoquée j'allais dire de façon majeure dans le discours public et politique. D'accord. Avant d'ouvrir les débats sur cette problématique de la liberté d'expression et autres, on va ouvrir le bal des questions de généralité. Généralité, oui. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai bien voulu avoir Bachelet aujourd'hui, un acteur du M5 RFP, et aujourd'hui acteur du M5 RFP Malikoura. Ce que je sache, aujourd'hui Bachelet, nous devrions normalement nous trouver dans une année électorale, 2023. Dans quelques mois, normalement, si tout se passait bien, on serait là en train d'élire le nouveau président du Mali. Et si vous n'aviez pas pris sur vous la grande responsabilité de dégager, de participer plutôt au dégagement et à la chute, au renversement, à la chute de l'ancien régime. Et au lieu de quoi, on se trouve aujourd'hui face à des périls sur la machine électorale, des périls sur la machine sécuritaire. Écoutez, une succession de périls qui m'amène à vous demander aujourd'hui si vous glorifiez de quelques acquis. Vous glorifiez de quelques acquis. De la lutte du M5. De cette lutte du M5. Et en quoi aujourd'hui, le pouvoir d'aujourd'hui est moins blâmable que le pouvoir que vous avez contribué à renverser. Je vais vous répondre à l'aise totalement. On serait dans une année électorale, même selon les M5, quand nous avions proposé une transition dirigée par Ibeka, c'était pour être dans une année électorale et être conforme à la démocratie et aux règles démocratiques. N'eût été son refus obstiné même de discuter de cette éventualité-là. Or, nous sommes quand même en politique. C'était essentiellement politique, toutes les questions que nous avons soulevées. Et donc, nous pensons que nous sommes adressés à un homme politique, à un appareil politique qui aurait dû apporter une solution politique. Au lieu de cela, ce coup d'État a été téléphoné. Moi, je veux dire, et le téléphone, ce n'était pas le M5 qui l'a passé. Le M5 a donné les raisons, mais ce coup d'État a été un arrangement entre Ibeka et les militaires qui sont venus. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ne vous étonnez pas. Il ne peut pas y avoir un coup d'État digne de ce nom qui vient renverser Ibeka et qui n'aurait pas procédé à certaines arrestations. Excusez-moi, mais si vous me le dites, je le dis, c'est peut-être nouveau pour vous. Oui. Pour moi, il y a eu une passation
de pouvoir entre IBK et des gens qui n'étaient pas démocrates. Excusez-moi, je le dis en toute objectivité, je l'assume mes propos. C'est une analyse. IBK, il a eu tout le temps de s'apercevoir qu'il pouvait démissionner. De Gaulle a démissionné. Vous voyez, la rue l'a contesté, il a démissionné. Il a laissé le suffrage universel désigner d'autres dirigeants. IBK, on lui a dit, il reste. Mais on redresse ta gouvernance, on sort de certaines dérives jusqu'à l'échéance électorale normale. Il a refusé. Mais la démission qu'il n'a pas voulu faire au profit du M5, il l'a fait au profit des militaires, des 5 colonels, comme on les appelle familièrement aujourd'hui. Est-ce que ces 5 colonels étaient au-dessus du M5? Pourquoi l'a-t-il accepté avec les 5 colonels? Pourquoi a-t-il accepté le choix des armes plutôt que le choix de la démocratie? Pourquoi on ne le dit pas suffisamment? Mais néanmoins, vous sinon, le fond de votre question, est-ce que la lutte des M5... Même pas ça, je vais vous le dire, moi, un coup d'État... Non seulement deux choses. On a vu des coups d'État au Mali. Le coup d'État au Mali... Moussa Traoré a renversé Modibo, c'est tout le système qu'il a renversé. Mais cela ne vous a pas empêché de l'appeler par tout le système qui renverse. Et Aya est venu renverser ATT, c'est tout le système. Alors que ce système-là est venu immédiatement récupérer les barons et les dignités du IBK pour les mettre au CNT. Cela ne vous a pas empêché de l'appeler par achèvement. Non, cela ne vous a pas empêché. Vous parlez d'un coup d'État? Non, il y a eu un arrangement entre la classe politique et une partie de l'armée. Oui, d'accord. Cela ne vous a pas empêché de l'appeler par achèvement. Moi, oui, vous l'avez appelé au M5. Vous l'avez appelé néanmoins. Et moi, je l'ai dit 4 mois après leur arrivée, le parachèvement est devenu l'accaparement. Allez-y dans les réseaux sociaux. Qu'à cela ne tienne. Et alors, non, vous voulez quelque chose de plus clair que ça? À l'époque, personne n'avait osé dire clairement cela. Oui. Je l'ai dit, ils l'ont entendu, que l'accaparement... Le parachèvement est devenu l'accaparement. Cela ne tient Bachili. Monsieur Bachili, cela ne tient. Je n'ai aucun complexe par rapport à ça. Je le dis à haute intelligible. On le sait. On est capable d'analyser et on ne va pas nous perdre. On va laisser. Non, il n'a pas répondu à la question. Aujourd'hui, si on vous dit de comparer le pouvoir que vous avez dégagé. Non, on n'a pas dégagé. Mais écoutez, Maître, il va aussi poser sa question, s'il vous plaît. Il va repréciser sa question. En quoi aujourd'hui le pouvoir d'aujourd'hui que vous avez l'habitude même de critiquer est moins blâmable que ceux que vous avez. J'allais vous répondre. Voilà, le pouvoir d'aujourd'hui est plus blâmable 1000 fois que le pouvoir d'IBK. Allez-y, Chana. Les libertés sont confisquées, les libertés sont piétinées et la justice est caporalisée, instrumentalisée. Mettons les choses au point. Chana, nous sommes dans on est dans un pays où on se sent libre. Moi, je préfère mourir que vivre dans la privation de ma liberté. Et je le dirai hautement, intelligiblement, mais je le dirai avec fermeté. Je ne vois personne qui puisse me confisquer ma liberté. Si je comprends. C'est clair ça. Donc IBK, c'était encore mieux que ça. Vous voyez où le débat politique est tombé sur les réseaux sociaux et ceux qui prennent la parole publique qu'on prête au gouvernement, ce n'est pas les membres du gouvernement, ce n'est pas les membres du CNT, c'est quelques activistes qui nous donnent le point de vue de la parole publique au Mali. Mon Dieu, on ne peut pas tomber plus bas que ça. Allez-y, Chana, s'il vous plaît. Maître Bachili, nous sommes dans la généralité, Chana. Vous avez fait une analyse avec une très grande révélation selon laquelle le coup d'État a été téléphoné. J'ai vraiment aimé cette expression, a été téléphoné. Cela veut dire que, vous voulez dire que c'est IBK qui a demandé aux 5 colonels d'organiser le coup d'État. Je veux dire que IBK, la façon dont il est parti, la façon dont ces militaires sont apparus entre 9h du matin et 17h, eh bien, mon Dieu, c'est un coup d'État téléphoné. On ne peut pas téléphoner mieux un coup d'État que ça. Un coup d'État normal, quand tu lis tous les coups d'État, ça ne se passe pas le matin entre 9h et 14h. Ça se passe quand les armées sont rentrées et qu'il n'y a que des choses. Les coups d'État ne se passent pas dans la journée. Certains laissent entendre que c'est l'ancien patron des renseignements Diawara qui serait le cerveau de ce putsch. Est-ce que c'est ce que vous voulez nous confirmer aujourd'hui? Moi, je vais dire que l'ancien directeur de la sécurité d'État en sait beaucoup.
en sait beaucoup. On ne peut pas être directeur de la sécurité d'État d'un pays sans connaître ces choses-là. N'allez pas dire que vous-même qui me posez la question, vous le savez. C'est une passation. On est passé du suffrage universel au suffrage militaire. Vous comprenez? Oui. Tout est dans la ça existe aussi. Du suffrage universel au suffrage militaire. Vous créez des concepts. Coup d'État téléphoné, suffrage militaire, ça c'est des concepts que Bathily crée aujourd'hui. Les militaires se sont entendus pour récupérer ce pouvoir-là. Oui. Dans les mains d'Ibeka. Donc on est passé du suffrage universel au suffrage militaire. Martial. Mais c'est un de vos camarades. C'est un de vos camarades de lutte. C'est un de vos camarades de lutte. Choguel Maïga. Vous-même, vous avez contribué à incruster ces militaires-là au pouvoir. Peut-être que, avec l'avènement de Choguel, vous n'avez pas eu, vous m'excusez, entre guillemets, ce que certains disent, votre part de gâteau, est-ce que c'est pas ce qui justifie votre comportement? On m'a appelé plusieurs fois pour me dire de venir dans cette transition, j'ai décliné. Comment? Expliquez-nous. Qu'est-ce qu'on vous a proposé que vous avez décliné? On m'a proposé, vous savez, à un niveau... à un certain niveau, les gens pensent... Nous, on comprend certaines choses, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que Bathily parle beaucoup, parce que Bathily n'a pas eu sa part de gâteau, qui continue à critiquer. Les gens qui le disent, combien de fois j'ai dit que moi, j'ai même proposé, moi, d'aider cette transition à sortir de toutes les difficultés que j'entrevoyais, pour qu'on retourne à l'ordre constitutionnel normal, que je ne veux pas de poste, je ne veux pas de salaire. Et ça, je l'ai dit. Hier comme aujourd'hui. Hier comme aujourd'hui, et c'est pas dans la rue et dans les micros, je l'ai dit aux 5 colonels, face à face. Donc je le dis. Je les ai rencontrés, j'ai dit, je ne veux pas de poste, je ne veux pas de salaire, mais laissez-nous vous aider avec vos idées. Sinon, maître, il nous revient que vous aviez envoyé votre CV pour être Premier ministre. Non. Personne ne peut le dire, je n'ai jamais envoyé mon CV. Ça, c'est des... On va vite. Moi, j'ai appris que j'ai été blessé lors de l'intervention des Kaoudim. On a dit que j'ai été blessé, évacué, tout ça. Mais me voici en chair et en os. Mais je crois que les Maliens, ils aiment mettre le levain comme dans la farine. Ils frappent et ça gonfle et ça donne de la mayonnaise ou des gâteaux. Ok. Vraiment, l'actualité, c'est aussi la perturbation de ce point de presse à l'appel de... Où vous étiez, d'ailleurs? J'ai été. Vous étiez là-bas et il revient que vous avez quitté bien avant que... Non, j'ai quitté à la fin. À la fin. À la fin, les échauffourées ont commencé devant moi. Vous étiez là-bas? Oui, j'étais là-bas. Est-ce que ce sont les manifestants, les militants de Kaoudjoum? On va laisser Chana. Ce sont les militants de Kaoudjoum qui sont à la base. Non. C'est un témoin oculaire. Oui, sauf que Abdraman va poser justement... C'est totalement faux. Oui. Quand vous organisez un point de presse, vous avez vos militants. Oui. Quand vous avez un groupuscule arrêté à la porte, ils sont là, ils attendent de se regrouper, d'être massifs. Ils viennent, ils déploient des banderoles avec des photos d'Assimi, avec des photos au soutien à Assimi, et ils se mettent à insulter les gens avec des vuvuzela. Ça veut dire qu'ils étaient venus perturber. Mais Kaoudim m'avait dit le mot de la fin. Et on s'apprêtait à partir. Non, c'était même pas téléphoné, c'était tout simplement honteux que les martyrs là, quand on parle des martyrs, il faut que les Maliens comprennent. En 91, le carré des martyrs là, à Nyarela, ça doit dire et interpeller beaucoup de choses pour les Maliens. Ils sont morts pour qu'on ait le droit de s'exprimer, y compris contre Assimi. Et qu'Assimi n'attache pas son nom à l'interdiction des libertés au Mali. Moi, je le dis clairement, on est en train d'attacher son nom à l'interdiction des libertés qui ont valu à des gens, à des enfants de mourir et qui sont là-bas. À Nyarela, qu'il aille voir. C'est une réalité, ces morts-là. Moi, j'étais là quand on les mettait dans les trous. Assimi est-il derrière cette... Son nom est utilisé, donc qu'il intervienne pour le dire clairement, de façon nette, qu'on ne doit pas utiliser son nom lors des choses comme ça. S'il ne le fait, il est complice d'une façon passive
mais il est complice. Allez-y, pourquoi on a peur de dire ça? Il a déjà marché ma langue par rapport à ma question. Donc, je vais le dire clairement, j'étais dans la salle et tout s'est déroulé sous mes yeux. Ouais. Mais moi, les gens m'ont dit, mais Bathily, on est déçu parce que tu as été soutenir Kaoudim. Ce n'est pas Kaoudim que j'ai été soutenir. J'ai été soutenir la liberté d'expression au Mali. Ah, d'accord. J'ai été soutenir la liberté d'expression et je la soutiendrai jusqu'à mon dernier. Encore que ce n'est pas Kaoudim seulement. Ce n'est pas Kaoudim. Moi, ce n'est pas des questions de personne. C'est des questions de principe. Bien sûr. Moi, j'ai vu des gens mourir. J'ai vu le jeune Ténémakan, 15 ans, mourir en 91, une balle dans le dos. Je l'ai assisté à Dakar dans les cliniques médicales en France. Je l'ai vu mourir pour ces libertés-là. Vous croyez que pour les mêmes choses, moi, je vais me taire, c'est trahir Ténémakan. À 15 ans, il a donné sa vie pour ses libertés au Mali. Et vous voulez qu'on l'oublie parce qu'aujourd'hui, il y a Assimi? Parlons de l'objet de la conférence. Il ne faut pas qu'on oublie l'essentiel au Mali. Ceux qui sont dans les querelles d'amour pour Assimi ou de non-amour pour Assimi, c'est leur problème. Nous, on est pour le Mali et l'essentiel des libertés. Oui, allez-y. Bon, parlons de l'objet de votre présence là-bas, de la conférence de presse elle-même. Non, je vais vous dire... Il va poser la question, maître, s'il vous plaît. Oui, effectivement, est-ce que vous adhérez certainement aux choses ou bien? Mais moi, je suis d'accord pour laisser Kaoudim dire, même si je ne suis pas d'accord avec Kaoudim. On m'a posé une fois la question, est-ce que Kaoudim est un faiseur de roi? Non, il y avait un appel. Moi qui l'ai dit. J'ai dit, il est là, il égrène les épithètes. Monsieur Bathily, il y a un appel là-bas qui a été vraiment l'appel, lancé. Je ne l'ai pas signé. Oui. Est-ce que vous adhérez au contenu de cet appel ou non, ou bien? Non, il était contre la tenue du référendum sur la réforme constitutionnelle, c'est ça? Voilà, et pourquoi vous n'avez pas signé? Non, d'abord, l'appel ne m'a même pas été soumis. Moi, j'ai pas été parce qu'on m'a soumis cet appel. J'y suis pour rien. Ils m'ont pas soumis, donc je suis pas là-dedans. Je suis pas quelqu'un qui va signer quelque chose dont il ignore tout. Mais dans la forme, Kaoudim a pris son téléphone, il m'a appelé. Il me dit qu'il souhaite que je sois là-bas. Je lui dis, je serai là-bas parce que je vais soutenir la liberté d'expression. Mais qui a été le premier à dénoncer les dérives de langage de Kaoudim en disant tu vas faire le roi, le dictateur? On a comme l'impression qu'il y avait une préméditation de ce qui était arrivé. Aller pour soutenir une liberté. Comme s'il y avait une menace. Comme s'il y avait une menace. Il y avait une menace. Il avait quand même. Pourquoi vous feignez de ne pas connaître la menace? Et vous savez, moi j'ai compris, on est tous victimes de ça. Quand on se fait insulter parce qu'on n'est pas d'accord avec ce régime, on a des turéféraires connus et bien connus qui apparaissent sur les réseaux et qui vous prennent par votre nom. Mais mettre la conférence, le point de presse n'était pas interdit par le gouvernement. Est un moyen d'échanger. Moi, je trouve qu'au Mali, aujourd'hui, l'homme d'État doit être un homme capable d'écouter même ceux qui ont des avis divergents. Il doit être capable de dire qu'il faut les laisser s'exprimer, cette divergence-là, parce que c'est ça la richesse du débat. Allez-y, Chana. Oui. L'appel de cette conférence, entre autres, il y a le référendum constitutionnel normalement prévu en mars, même si on sait qu'il serait très difficile de respecter la date de ce référendum. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'on doit renoncer à ce référendum? Bon, je vais vous dire ce que je pense. Ce n'est pas qu'on doit renoncer. Moi, je suis légaliste. Fondamentalement, je me définis par le respect des lois. Qui prend la transition? La transition n'a qu'un président de la transition, pas un président de la République. La Constitution n'est pas suspendue. Sa réforme est une prérogative constitutionnelle du président de la République et des députés, donc des élus. Allez-y. Une fois que nous avons dit cela, que nous avons dit qu'ils n'ont pas suspendu la Constitution et que M. Assimi a prêté le serment de respecter cette Constitution, en faisant cette réforme, il la viole. Il n'a pas droit à aller à Il n'a pas droit. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui a créé toute cette situation. Il ne peut pas nous interdire de le regarder
dans ce qu'il a créé, dans ce qu'il dirige et avec les règles qu'il s'est données pour nous diriger pendant cette période. Je ne suspends pas la Constitution, donc je la respecte. Je jure devant le tribunal, il a juré, on lui a donné acte de son serment. Ce n'est pas qu'une fête, c'est une décision de justice. Et s'il la viole, il a fait opposition à l'autorité de la chose jugée. C'est une chose jugée, déjà, inscrite dans les rangs du tribunal de la Cour suprême. Ce n'est pas moi qui le dis, Assimi. Donc vous êtes de ceux-là aussi qui pensent... Ça, c'est au niveau de la forme, tout simplement. Oui, je n'entre même pas dans les contenus qu'ils se donnent. Je vais dire, toute chose qu'on fait dépend aussi de la manière dont tu peux le faire pour qu'elle soit acceptée. Et là, les lois de procédure, donc c'est une loi de procédure constitutionnelle, s'impose erga omnes. Tout acte issu de la violation de cette procédure constitutionnelle est nul et de nul effet. C'est du droit, c'est élémentaire. D'accord, allez-y. Vous êtes donc de ceux-là qui... disons les choses clairement. Est-ce que c'est pas aider Assimi que de lui dire ça, plutôt que de laisser des tam-tams jouer après lui, dire vive Assimi, comme si dire vive Assimi remplace nos lois constitutionnelles au Mali. Par conséquent, bon Dieu, après 63 ans d'indépendance, on ne doit pas en être là, ça me fait pitié. Pour ceux qui parlent de souveraineté retrouvée, retrouvons la souveraineté dans le respect de nos lois de souveraineté, dont la Constitution. Par conséquent, vous êtes de ceux-là qui pensent que Assimi n'a pas le droit d'être président du Conseil supérieur de la magistrature, puisqu'il n'est pas président. Mais moi, je l'ai dit, quand on m'a dit qu'il a muté les magistrats, j'ai dit non, un président de transition ne peut pas les muter, c'est le président de la République. Mettons les choses au point. Il est président de la transition, point barre. N'est pas président de la République parce qu'il n'est pas élu, point barre. Oui, d'accord. Le CNT n'est pas des députés, point barre. La Cour constitutionnelle leur a dit et ils ne peuvent même pas voter une réforme constitutionnelle. Donc on est en train de faire une compilation allègre, compilation allègre. Si on le sort dans un amphithéâtre de droit, on serait malade, le professeur serait malade d'expliquer tout ça aux étudiants. Il va se trouver avec une complication, une congestion cérébrale. Ouais, allez-y. C'est clair. Par-delà ces questions de forme, quel est votre regard sur l'ensemble du processus électoral? Bon, moi, je ne vais pas... Le devenir de l'ensemble du processus électoral, ainsi que des grandes réformes qu'on est en train de faire. Monsieur Keïta, on est écoutez au moins les questions avant de répondre. Il veut m'amener sur des débats qui n'existent pas. C'est-à-dire que moi, j'aimerais que le journaliste, il ne me promène pas dans des hypothèses qui ne peuvent même pas exister. Prenons la seule hypothèse qui puisse exister. Aujourd'hui, je n'opine pas sur ce qu'ils ont fait. Parce que avant-projet, ce n'est qu'un avis d'expert. Ça ne me lie pas. Je consulte avec très peu de bonheur leur avis. OK? Deuxièmement, le projet eux-mêmes n'est pas voté encore. Donc le gouvernement n'est même pas engagé sur un projet a fortiori qu'on puisse l'apprécier. C'est le projet de constitution. Moi, je parle de l'ensemble du processus électoral. Mais je te dis, le processus est frappé du sceau de l'illégalité. Ouais, même pas autre chose. Comment, selon vous, alors, on doit... Le calendrier électoral. Non, pas le calendrier. Comment, selon vous, on devrait arriver à la destination que vous avez toujours défendue, qui est par exemple le retour à l'ordre constitutionnel? Mais attendez, comment vous envisagez ça? Je vais vous dire. Oui. Je vais vous dire mon opinion sur tout ça. Prenons, je ne vais pas spéculer. Lorsque les militaires sont arrivés, ils ont dit transition civile. OK? Laissez-moi faire mon raisonnement. Allez-y. Transition civile. On n'y est pas du tout. Ils ont militarisé toute l'administration. Même les ambassades. OK. Aux yeux de tout le monde, je prends leurs propres mots. Ils ont dit on a besoin de 3 ans. Ils ont bataillé avec la CEDEAO, on leur a donné 18 mois. Maintenant, les 3 ans qu'ils avaient demandé, on est en train de les dépasser. Donc, même en 3 ans, c'est eux qui l'ont demandé. Par le forcing, ils l'ont quand même eu les 3 ans. Moi, je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait. Le fichier électoral est-il fait? L'outil même qui me permet d'exprimer mon droit au vote, tantôt on me dit... La machine électorale. Oui, machine, on me dit tantôt c'est la carte d'identité biométrique. Je n'y ai pas accès, vu que c'est fait au compte-gouttes. Quand est-ce qu'ils finiront de donner ça à tout le monde? Moi, je vais vous dire ce que je pense. Oui. Ils ont dit 1 an et demi. C'est terminé. Ils ont dit 3 ans. En mars, on aurait dû être dans le processus électoral. Mais tout le monde sait qu'on n'est pas prêt. Ils peuvent bâcler même pour satisfaire. Mais ce serait qu'une
élection bâclée. Assimi, il faut qu'il le sache. Et là, ça ne servira pas le Mali. Vraiment, son irruption sur la scène politique. Attendez, laissez-moi finir, il n'aura servi que ça. Je vais vous dire une chose importante pour moi. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on n'est pas dans la chronique des crises de cette transition qui est annoncée dans un plan qu'on ne nous donne pas, qu'on ne nous révèle pas? Chaque fois, on va vers des échéances et on arrive à ces échéances sans que rien soit prêt. Et ça veut dire qu'on va vers encore une crise, peut-être d'autres sanctions, et peut-être qu'on va renouveler encore parce qu'on n'aura pas le choix. Est-ce que c'est cela qu'on veut? Qu'on ait le courage de l'exprimer clairement? Que nous nous battons pour dire on est d'accord avec vous ou pas? Ok. Monsieur. Mais aujourd'hui, moi, si tu me demandes, je crois plus au schéma que les élections ont fait tout pour dire qu'on va les faire comme on l'a fait dans les 18 mois et qu'on ne fait rien pour qu'on les fasse. Maître Bathily, vous avez parlé d'élections bâclées dans un environnement où de plus en plus on pousse le président de la transition à être candidat. Et je lis quelque part que M5 même positionne Assimi pour être son candidat. Bon, M5, moi je ne sais pas le M5, le terme est galvaudé. Ce n'est pas le vôtre. Le M5, le terme est galvaudé. Parce que moi j'ai vu des gens qui étaient contre le M5 qui sont là-dedans aujourd'hui. Oui, ils étaient contre. Ils sont là-dedans aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit... Ils profitent de toute la lutte du M5 pour se retrouver dans les instances de la transition et faire ce qu'ils veulent, comme ils l'ont toujours fait avec tous les pouvoirs. Maître, je n'ai pas terminé la question. Oui. J'ai dit, de plus en plus, il y a des mouvements, dont j'ai dit le M5, qui poussent Assimi à être candidat. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour la République moi, je dis... que Assimi puisse être candidat? Assimi ne peut pas être là à organiser les élections. J'ai dit qu'il a glissé. Assimi, c'est le produit du suffrage militaire, c'est pas le produit du suffrage universel. Et c'est ce que nous appelons dans notre constitution la période. Mais qu'est-ce que vous appelez suffrage militaire? Le suffrage militaire, ça s'est fait à coup de baïonnettes. Quand tu as les baïonnettes en plus grand nombre, tu gagnes. On peut le considérer. Oui, mais est-ce que les textes de la transition... Non, je ne dis pas le suffrage militaire. J'ai dit le suffrage militaire. C'est le nombre et la puissance de la baïonnette qui te permet de t'installer, comme le suffrage universel permet à la majorité de gouverner. Vous dites qu'il ne peut pas être candidat? Il ne peut pas être candidat parce que tout simplement la transition ne le prévoit pas. Même la charte ne le prévoit pas. Mais on a toujours au Mali des turéféraires. En cas de nouvelle constitution, on aurait eu tout ça derrière nous, la charte et tout le reste. Donc il pourrait se présenter au regard de la nouvelle constitution. En ce moment, pas la nouvelle constitution. Je vous dis que pour moi, il ne peut pas y avoir de nouvelle constitution, le processus étant vicié et pourri par tout simplement la compilation de la violation allègre des règles constitutionnelles. Il faut que le président de la transition le sache. Il est le seul à avoir prêté serment. Ce n'est pas les 5 colonels qui ont prêté serment. Et l'histoire a des moments où on retient des vérités. En ta présence ou en ton absence, l'histoire a ses vérités. On ne peut pas les occulter. La transition ne lui permet pas de se présenter. 1. De 2, la constitution n'est pas dans ce truc-là. La différence avec le gouvernement, les ATT et Moussa Traoré, c'est quoi? Moussa est venu, il a balayé la constitution de Modibo. Il n'était tenu par aucune règle. ATT est venu, il a balayé la constitution de Moussa Traoré. Il n'était tenu par aucune règle. Moi, j'étais à côté de lui. Les constitutions à l'époque, il y avait aujourd'hui que les coups d'État étaient des crimes imprescriptibles. Aya n'a pas balayé. Aya n'a pas balayé la Constitution. Djankounda l'a remplacé. Djankounda l'a remplacé. Mais Assimi aussi n'a pas suspendu. C'est pas moi qui lui ai pas dit de ne pas suspendre. Mais Assimi, si vous n'avez pas suspendu, les 5 colonels, si vous n'avez pas suspendu, vous êtes tenus par ces règles. Et nous sommes tenus en tant que citoyens de vous le dire. Est-ce que, comme vous êtes en train de le dire, vous êtes en train de lui donner une piste? Et demain, si Assimi suspendait la Constitution, il ne peut plus. Maître. Ah bon? Ah non. Comment? Ah, mais non, il serait là, en ce moment, on serait dans la théorie du coup d'État permanent. Qu'importe, il y a eu 2e coup d'État, ça va être le 3e. S'il le fait, qu'il le fasse, on va l'analyser aussi, mais nous dirons, c'est pas normal. Maître, quel est votre regard? On va rester sur le cadre de la charte. Chana, s'il vous plaît. Il nous reste que des éclairages. Chana, s'il vous plaît, on va évoluer. Je termine ça. Il donne des éclairages au point de vue droit. Oui.
pour montrer que le président ne peut pas se présenter, que le processus-là est un processus illégal. Cet éclairage a été déjà donné. L'éclairage est bon. Et je posais à la suite de ça, si demain la Constitution est dissoute, ça peut bel et bien avoir lieu, mais on va l'analyser. Il va le faire en tant qu'Assimi. Le troisième coup d'État, pourquoi pas? S'il fait le troisième coup d'État, il aura trahi son propre serment déposé à la Cour et il serait passible de poursuite pour haute traition. Assimi, il faut qu'on soit clair. Le putsch est un crime imprescriptible. Il y a attendez qu'on le dise. Laissez-moi, je ne peux donner que le point de vue du droit. Oui. Mais Assimi a prêté serment sur cette constitution devant le peuple malien en sa justice, qui lui en a donné acte de la préserver, d'en garantir l'application et de ne jamais permettre qu'on le viole. Maître. Alors s'il a prêté ce serment, c'est ça le rapport de confiance que Assimi a avec le peuple malien et qu'il doit assumer dans l'histoire, dans son histoire personnelle avec ce peuple. D'accord. Mais est-ce qu'Assimi peut en ce moment nous dire, mais moi mon serment ne vaut pas un clou, je peux le violer comme je veux. S'il le fait, plus que le Mali, c'est lui-même qu'il plonge dans l'irrespect. D'accord, maître, au plus fort, au plus fort de la lutte du M5, maître. Le devoir d'honneur, le militaire doit s'y plier. Maître, au plus fort de la lutte du M5. À lire le code militaire par rapport à l'honneur. Maître, je disais au plus fort de la lutte du M5, s'il vous plaît, maître. Maître, on va véritablement évoluer. Vous parlez beaucoup de la lutte contre la corruption. Oui, sauf que vous parliez beaucoup lors de la lutte du M5, de la lutte contre la délinquance financière et la corruption. Aujourd'hui, sur cette transition, quel regard vous portez déjà sur cette lutte contre la corruption? Bon, pour moi, la lutte, elle est vraiment, elle laisse à désirer. C'est pourquoi quand je dis, est-ce qu'il y a eu un coup d'État ou est-ce qu'il y a eu tout simplement un arrangement entre le régime d'Ibeka et les militaires qui sont arrivés? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de dossiers qu'on aurait dû chercher à instruire sur beaucoup de points. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Moi, je suis un avocat. Certains l'ont été. Moi, je suis un avocat. Je plaide même aujourd'hui. Même aujourd'hui, je suis allé dans les juridictions. Je vois la distribution de la justice. Elle est plus difficile maintenant que sous Ibeka. C'est-à-dire, rien n'a été fait. Or, sans une justice au point, soutenue par une volonté politique au point, on ne peut pas lutter contre la corruption. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais moi, j'ai entendu dire, bon, on a donné l'argent public à des entreprises, on ne les connaissait pas bien, et on a fait confiance, les entreprises sont parties. Comme si justification valait raison. Non. Je ne peux pas l'admettre. Et il n'y a rien, on n'interroge rien. Le système n'interroge même pas son propre fonctionnement et on a vite fait de passer sous boisseau l'ancien régime et ses dérives. Il n'y a rien là-dedans. D'accord. C'est cela, le champ de la lutte est évoqué comme une litanie pour apaiser les consciences, pour apaiser un peu le discours public. Mais moi je me demande si en réalité la corruption n'a pas, ce coup d'État n'a pas été un incubateur pour accroître. Maître, il y a l'emblématique dossier, maître s'il vous plaît, il y a l'emblématique dossier des équipements militaires quand même qui est... les équipements militaires, on n'a jamais voulu chercher en réalité. Moi je le dis. Parce que le Conseil de défense là, c'est lui qui a utilisé les crédits. C'était des officiers, des chefs d'état-major, avec en plus le ministre de la Défense et le président de la République. Le ministre des Finances n'était même pas obligé d'y être. Mais c'est eux qui sont là-bas. Quand on me parle de Philippe Boiré, de Boubey, je veux bien qu'on les interroge, mais je veux qu'on interroge tous les autres acteurs qui sont autour de ce dossier et qui dorment parce que juste ils portent des galons et qu'ils ont une tenue. Est-ce que ça suffit pour être propre?
Porter des galons et porter la tenue, est-ce que ça suffit pour être propre? Vous voulez dire qu'elle est sélective? Elle est sélective. Elle n'est pas sélective, elle est tout simplement discriminatoire. C'est plus fort que la sélection. On discrimine entre le civil qui a détourné le militaire qu'on n'appelle même pas. Il y a une discrimination en faveur du militaire. Pourquoi on ne le dirait pas? Moi, si je parle de la corruption, j'en ai parlé pour combattre Ibeka. Eh bien, je n'ai pas peur de le dire que ce combat, il n'a fait que commencer, il a même reculé. Il faut qu'on demande les vrais qui ont trempé dans la corruption. Même y compris à l'égard des équipements militaires. En tant qu'homme de droit? Même y compris à l'égard des équipements militaires. Moi, j'aimerais même savoir si on en achète beaucoup maintenant, est-ce que le même processus continue? On n'est pas édifié. Mettons les choses au point. On m'a dit on ne peut pas sortir de la crise malienne en nous taisant et en nous auto-censurant et en ayant peur. Moi, je le dis, j'ai pas peur, je le dis. J'interroge Assimi qu'il interroge la défense sur ce qui s'est passé du temps de Ibeka lorsque les conseils de défense ont disposé des fonds qui ont été donnés pour acheter l'armement militaire. Si Boubé a été arrêté, c'est parce qu'il a participé à ce conseil de défense et peut-être qu'il a appliqué les décisions de ce conseil de défense. Avec qui il l'a fait? C'est Boubé qui a pris l'avion pour aller acheter ses filets? Excusez-moi. Allez-y. C'est un angle rétréci et on ne veut qu'on ne voit que cela. Je dis non. Je m'en voudrais, monsieur l'homme de droit que vous êtes, avocat que vous êtes, de ne pas vous poser une question sur la situation humanitaire. La situation humanitaire dans ce pays, surtout au centre du Mali. Il y a beaucoup d'accusations, ou bien de présomptions, d'exactions que traîne l'armée malienne et ses supplétifs. Qui par ailleurs évoque toujours la souveraineté du pays pour ne pas laisser l'extérieur fourrer les nez dans ces affaires-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette histoire de souveraineté? Vous l'avez déjà évoqué ici, de cette histoire de souveraineté contre ces quelle que soit la position qu'on a par rapport à la souveraineté, ça n'exonère pas de l'obligation, surtout pour un État, de respecter les droits humains. Quel que soit le bien fondé de ta lutte, on peut te comprendre que tu aies des dégâts collatéraux, mais si ça se passe, et pour atténuer tout ça, tu dois être le premier à instruire le dossier et à le revivre. Le gouvernement jure la main sur le cœur que le droit humanitaire international est respecté. Moi, je n'ai pas de dossier, mais je vais vous dire par rapport au droit humanitaire. J'ai formé des officiers maliens au droit humanitaire. Le premier que j'ai formé, c'est Kafougouna. J'ai enseigné le droit humanitaire dans les armées du Bénin, du Togo, dans les armées de Burundi, où j'ai connu Pierre Bouyoya en tant qu'officier, non pas président, du Rwanda, de Seychelles, de l'île Maurice. Je connais bien ce droit. Vraiment. Il faut qu'on en parle. Toutes les armées, au moment des guerres, peuvent être conduites à attaquer des populations civiles sans raison. C'est bien connu, c'est propre à la guerre. Mais quand ça arrive, quelle est la différence entre les États qui respectent le droit et ceux qui ne le respectent pas? Quand ça arrive, les États qui le respectent reconnaissent leurs responsabilités et on leur donne le pouvoir de juger eux-mêmes leurs propres erreurs. Le droit humanitaire dit, prends tes soldats, juge-les quand ils ont fait des violences contre tes propres citoyens. C'est ça le droit humanitaire. Mais il ne peut pas dire que tu as fait une guerre propre où tu n'as pas touché à tes propres citoyens. Tu peux faire des erreurs. Donc moi, je n'ai pas le dossier. Que des organismes comme la MINUSMA instruisent cela, je crois que c'est dans leur pouvoir, comme l'État aussi peut contester les rapports qu'ils ont écrits. Tout cela doit être basé sur des éléments objectifs. Et moi, je suis de ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut soutenir la lutte de l'armée malienne pour la préservation de l'intégrité territoriale du pays. La façon de lutter maintenant de l'armée malienne dépend des états-majors militaires
et de leur encadrement. Et là, on ne peut pas garantir que ça c'est propre. Si des citoyens maliens viennent me dire, moi, qu'ils ont été victimes de notre armée, si je les écoute, est-ce que ça veut dire que je suis contre l'armée? C'est même bon que l'armée sache que ses propres citoyens parfois ont été ses propres victimes, pour qu'ils corrigent, pour que l'État prenne cela en compte dans les réparations et que l'État se grandisse en appliquant le droit à ses propres citoyens. Ok, allez-y, Chana. Oui, Monsieur Bathily, Maître Mohamed Ali Bathily, depuis plusieurs semaines, voire des mois, on nous annonce que des terroristes pullulent dans la région de Gao, notamment dans la région, j'allais dire le cercle de Menaka qui est devenu région, dans la région de Menaka, le cercle d'Ansongo. Le cercle d'Ansongo, ces endroits-là sont vraiment occupés par des terroristes et que Gao aujourd'hui est rempli de réfugiés qui ont quitté ces localités. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une communication officielle par rapport à cette situation. Quelle lecture en faites-vous? Moi, je trouve que c'est une défaillance de l'État par rapport à la réalité vécue par des citoyens. C'est des citoyens maliens. L'État, en se taisant là-dessus, les offense. Il faudrait dire ce qui est, même si on n'a pas la solution, mais le fait de le reconnaître déjà est un soulagement pour ceux qui en sont victimes. Il ne faut pas insulter ceux aussi qui parlent de ça, parce que ça veut dire que finalement, vous êtes contre vos propres populations si on insulte ceux qui évoquent cette situation. D'accord. Donc personnellement, je crois qu'il faudrait en parler. Mais voilà, moi l'analyse que je fais de tout ça, je vais vous le dire, c'est pas fortuit. Et je l'ai dit. Je l'ai dit. Je le pense. Je l'ai dit vraiment à des personnes habilitées pour recevoir cette information. Je leur ai dit, il faut faire une bonne lecture de la situation de notre pays. Excusez-moi, c'est important. Pourquoi? La position internationale, les combats qu'on a menés, et dont moi je partage le bien fondé pour beaucoup. La France a toujours manipulé ses anciennes colonies, ne leur a laissé aucune chance de se développer, et la France, elle est pour beaucoup responsable de tout ce qui se passe chez nous, quoiqu'elle est toujours la première à monter comme un coq sur ses ergots pour claironner les droits de l'homme quand elle les viole et qu'elle crée les conditions de leur violation dans nos pays. Quelle dictature la France n'a pas soutenue en Afrique depuis les indépendances? Donc elle est très mal placée pour nous parler de ces leçons sempiternelles sur des vieux bouquins de la révolution de 1789, qu'on arrête cette simagrée de morale-là. La France n'a qu'à se faire sa propre morale. D'accord. Je n'ai pas fini. Oui. Je voulais dire une chose. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui s'est passé en Syrie, le chef de l'État islamique a été arrêté, c'était un secrétaire de direction à Bagdad, mis dans la grande prison que les Américains ont construite là-bas. Ils ont mis tous les djihadistes, ils se sont bien formés, ils ont créé leur gouvernement. Après, on les a chassés de partout où les intérêts américains étaient menacés. On les a sanctuarisés dans la Syrie. La guerre de Syrie, les Américains ne l'ont pas menée forcément contre le terrorisme. Peut-être oui, mais ils l'ont menée aussi contre l'influence russe sur Bachar. Et donc, on a poussé tous les terroristes de cette région du Moyen-Orient, on leur a ouvert presque des voies royales. Ils se sont trouvés en Syrie et à partir de là-bas, on dit on va régler le compte aux terroristes et en même temps à Bachar. D'accord. Maintenant, on est en train d'ouvrir des voies pour que tous les terroristes se regroupent au Mali. D'accord. Ils les mettent ici et c'est des couloirs pour permettre la sanctuarisation et frapper non pas les terroristes, mais frapper les militaires que nous avons. D'accord. Parce qu'ils ne font pas le jeu de la communauté. Donc c'est une leçon que je donne à Assimi. Tiens compte de cette analyse. On veut sanctuariser le Mali, mais nous serons sous les bombes au prétexte qu'on veut éliminer les terroristes, mais c'est parce qu'on va lutter contre l'influence russe dans cette Abdraman, pour la dernière question de l'émission, Abdraman, s'il vous plaît. Il ne sait pas s'arrêter. Il a parlé, vous avez effleuré. Nous n'avons que 2 minutes, Abdraman. Vous avez effleuré la question de l'intégrité territoriale. Il se trouve qu'aujourd'hui, il est compromis non seulement par
l'insécurité créée par les terroristes et les djihadistes qui a d'ailleurs empêché le Premier ministre d'aller à Bourem et à Ansongo, mais aussi et par la situation créée autour de l'accord d'Alger, qui risque effectivement, avec lequel dont la non-application risque de nous coûter pour longtemps encore cette scission, le non-contrôle de notre... Qu'est-ce que vous envisagez comme solution à cette crise? C'est comme le monstre du Loch Ness, pour moi en Écosse, quoi. On ne l'a pas vu, mais tout le monde en parle. L'accord n'a jamais été ni lu ni débattu au Mali. L'accord, encore une fois, pose le problème de la souveraineté avec la plus pointue des exigences. Lorsqu'on parle de régionalisation, là, et qui est le mot qui fâche, élection au suffrage universel direct, élection de l'Assemblée régionale, création des polices territoriales, donc on dit tout ça, c'est le premier... Armée unifiée. Voilà, excusez-moi. Moi je me dis, on a eu peur d'un mot que le Mali a toujours rejeté lorsqu'il s'agit du Nord, c'est le fédéralisme que toutes les rébellions ont demandé. Les Maliens ont eu peur de faire leur choix du fédéralisme. Écoutez, la Belgique est un pays fédéral, l'Allemagne est un pays fédéral, le Canada est un pays fédéral, mais aucune nation n'a défini le contenu du fédéralisme de l'autre. Nous, on n'a pas défini notre fédéralisme, on n'y est même pas entré, on ne veut même pas entendre parler de ça. D'accord. Donc, excusez-moi, tout ce qui parle de l'accord, moi je dis, c'est vraiment, il souffle dans les trompettes de Jéricho sans y être. Maître, Abdourahmane, s'il vous plaît. Maître, vous avez parlé de fédéralisme. Chana a une petite question sur ce projet de fédération entre Mali et Guinée-Conakry. Hein? Tout ça, c'est pour amuser la galerie. Oui. Excusez-moi, ça, c'est pas des projets sérieux. Mais encore une fois, quand le discours politique est en panne, on s'en va chercher des concepts comme ça et puis on les manipule. Excusez-moi. C'est de l'esthétisme politique, mais sans profondeur. Est-ce que maître, avec les explications que vous avez données, moi personnellement, j'ai toujours plaidé pour le fédéralisme dans la crise malienne. En pleine négociation, j'avais fait un édito pour évoquer les du fédéralisme. Oui. Cela dit, vous avez évoqué le fédéralisme, vous avez dit que chaque État, vous avez défini son fédéralisme. Est-ce à dire oui, que pour le cas malien, vous voulez un fédéralisme défini par nous-mêmes, avec un contenu... C'est l'analyse de l'accord qui posait ce problème aux Maliens. Si l'accord avait été débattu devant l'Assemblée nationale, cette question aurait été posée. Attends, si vous voulez ma position, moi je dirais oui. Alors, excusez-moi, je vais vous expliquer pourquoi. C'est ça. Moi je suis de la région de Caï. Vraiment dans la langue de terre qui va toucher presque le Sénégal, de Gouchoubé, d'Iboli jusqu'à Caï. Oui. Mais j'y vais, l'État n'existe pour rien là-bas, ni pour l'école, ni pour la santé. C'est nos parents qui cotisent. L'État n'a rien fait dans cette région depuis 63 ans et elle fournit presque 80% de l'immigration dont on dit qu'elle apporte autant que la coopération internationale. Et l'État n'a rien fait là-bas. Okay. Vous croyez que si moi j'ai mon indépendance ou mon autonomie là-bas, ça ne me plairait pas, puisque tout ce que nous payons, ça va dans les caisses de Bamako que les gens détournent. Disons la vérité. L'État n'existe même pas pour photocopie conforme, a fortiori certifié quelque part au Mali. Maître, c'est sur ce constat que nous allons mettre un terme pour le débat. En tout cas, pour le compte de cette audience, à présent, le jury va se retirer. Merci. Pour procéder à la délibération. Mon stylo, s'il vous plaît. Oui, d'accord, vous pouvez me le prêter. Abdourahmane, nous sommes dans le secret de la délibération. Je ne suis pas dans le secret. Oui. Je pense que il a répondu là où il était attendu, avec beaucoup de franchise dans les propos. Il est vrai que je suis resté quelque part sur ma faim par rapport à beaucoup d'autres choses, telles que ce qu'il pense du pouvoir qu'il a renversé, le pouvoir actuel. Il est vrai qu'il reconnaît que le pouvoir actuel est beaucoup plus blâmable que l'ancien pouvoir qu'il a renversé, sauf qu'il ne daigne pas reconnaître sa responsabilité dans ça, puisqu'en réalité, il est quand même fait partie des acteurs qui ont renversé ce pouvoir-là, qui vaut mieux que le pouvoir à l'avènement duquel ils ont contribué.
qu'à cela ne tienne, je pense que vraiment, j'ai souvent qualifié le comportement et la posture des uns et des autres ici de bûcher de vanité, où tout le monde veut vraiment plaire au prince du jour. Et je viens de constater que vraiment, il est à 1000 lieues de cette catégorie de citoyens qui n'ont cure des valeurs et des grands acquis démocratiques qui fondent notre République aujourd'hui. Et je pense que vraiment, aujourd'hui, Maître Bathily s'est distingué et il mérite d'être vraiment acquitté. Un réquisitoire bien inspiré, avec un vocabulaire bien choisi et bien inspiré. Allez-y, Chana. Merci, Monsieur Barou. Je pense que l'invité aujourd'hui nous a appris énormément de choses. Il nous a cultivés. Il a fait cas de concepts. Nous avons appris. Parce que c'est ça l'importance du débat, des informations et d'analyse. Une grille de lecture, vraiment il en a donné. Nous avons l'habitude de recevoir des gens qui critiquent, mais qui n'ont pas de propositions concrètes. Même si une proposition ne peut pas être acceptée par tous. Et j'ai aimé le fait que dans la crise du Nord, dans la crise de notre pays, qu'il propose un fédéralisme auquel nous-mêmes, Maliens, nous allons y mettre un contenu. Ça, c'est une première. Nous avons besoin des idées innovantes, des idées pour avancer. Un grand défenseur de la liberté d'expression, un grand défenseur de la liberté tout court. Il l'a affirmé ici, réaffirmé. Il a donné des pistes pour Assimi Goïta, qui, selon lui, ne peut pas aller à un référendum légalement. Parce que simplement, il a fait une erreur dès le départ, il n'a pas dissous la Constitution. Je pense que nous avons appris, nous avons eu quelque chose de nouveau ce soir. Barou, peut-on cultiver, peut-on condamner cet homme d'une très grande culture? Cet homme qui tous les jours sur les réseaux sociaux, parce que simplement il dit ce qu'il pense, avec son âge, on ose l'insulter, lui traiter de tous les noms d'oiseaux dans cette république. Malgré tout, il refuse de se taire. Il dit ce qu'il pense. Il le dit avec courtoisie. Il le dit avec courtoisie, avec véhémence, avec engagement, avec détermination. Acquittez-le, Monsieur le Président. Merci. Merci. Parce qu'au bénéfice, sauf qu'on l'a eu à le condamner. Au bénéfice donc de ces deux réquisitoires largement favorables à un acquittement de l'accusé, il me serait très difficile en tout cas de condamner un accusé qui a répondu là où il était attendu par Abdraman et l'accusé qui a largement séduit El Hadji Chana Takiou. Par conséquent, monsieur l'accusé, le tribunal vous libère totalement des liens de l'accusation. Par conséquent, vous serez acquitté. Et je demande l'indulgence du peuple malien pour mes propos. Je sais que ça déplaira, mais c'est profondément ma conviction. Et je ne peux, par respect pour le Mali, lui donner que ma conviction. Ce qu'on demande. Merci. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait Maître Mohamed Ali Bathily, ancien ministre de la Justice du Mali, aujourd'hui membre de la direction du M5 RFP Mali-Croix. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à toute cette population de Dio. Au revoir.